Bonjour à tous. On va attendre une petite minute que tout le monde rejoigne la conversation. J'espère que vous êtes bien installés. On va attendre quelques instants et on va lancer le webinaire. Le nombre de participants a l'air de se stabiliser, donc je vous propose qu'on lance le webinaire. Bonjour à tous. Vous avez donc quelques petites règles d'usage pour ce webinaire. Je vois qu'il y en a déjà qui ont compris le principe. Vous avez un chat à votre disposition pour parler. Et on aura une session, je vous rassure tout de suite, on aura une session de prévue en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vois que ça dit bonjour sur le chat. Je vous retourne le bonjour. Allez, c'est parti, on se lance sur ce webinaire. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire consacré donc, aux distances de sécurité et déroulement d'une mise en place. Donc, je suis Sébastien Lavial, je suis responsable secteur Habitat sur les deux Charentes et la Haute-Vienne, en d'autres mots commercial sur le secteur. Et aujourd'hui, je suis accompagné de notre expert de la situation, donc Jérémy Charnordi. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde, donc Charnordi Jérémy. Je suis technicien chargé de compte chez Primagaz depuis 2014 et j'effectue la maintenance des zones de stockage inférieures à 6 tonnes, la mise en gaz de réseau, traitement de conformité. Voilà en général de quoi je m'occupe. Ok, super. Eh bien, écoute, si tu es bon, Jérémy, on est parti, on se lance dans le vif du sujet. C'est parti. Le sommaire de ce webinaire, donc il sera dans deux parties. On aura une première partie qui sera consacrée donc aux mises en place, avec trois sous-parties. Donc, premièrement, les étapes clés. Dans un second temps, on verra les différents types de citernes installées, donc celles qui sont les plus fréquentes, en d'autres mots. On va vous mettre un petit peu à l'épreuve. On aura des petits quiz pour vous, pour voir un peu vos connaissances en matière de citernes. Et on aura une deuxième partie où on sera sur la partie réglementaire, donc avec les distances de sécurité, et on rentrera sur le détail d'une installation. On commence donc par la mise en place d'une citerne, et plus précisément donc les étapes clés. On a noté 5 étapes majeures. On démarre déjà dans un premier temps par définir l'emplacement ou la position de la citerne. C'est une étape primordiale. Il faut d'entrée de jeu se mettre dans des bonnes dispositions pour que la citerne soit installée dans les meilleures conditions. Une fois que cet emplacement est défini, on passe par la formalisation du contrat avec votre client, puisque je pense qu'ici on est essentiellement avec des installateurs. Ces deux parties sont réalisées par un commercial, Primagaz, et donc ceux qui sont sur ma zone auront donc affaire à moi, sinon vous aurez affaire à tous mes collègues qui sont aussi habilités à faire ce type de contrat. Dans un second temps, pour vous, chauffagistes, c'est vous qui intervenez par donc la réalisation du caligaz, qui est vraiment le sésame qui permettra le remplissage de la citerne une fois que celle-ci sera installée. Et on a les deux dernières parties qui sont respectivement donc celles gérées par le prestataire qui va s'occuper donc de la mise en place dans les meilleures conditions pour que ça soit de manière optimale. Et ça, c'est notre prestataire qui s'en occupe. Et on terminera par la mise en gaz du réservoir qui sera gérée par les équipes de livraison de Primagaz. Donc, c'est là qu'on viendra donc remplir votre citerne pour que le tout fonctionne. Jérémy, là-dessus, je te demande si éventuellement tu as peut-être des petites précisions à apporter concernant ces étapes. Bien évidemment, après la mise en gaz du réservoir, il y a le contrôle de la citerne. Le contrôle s'effectue tous les 48 mois, ce qu'on appelle l'inspection périodique, qui permet une détection de fuite, la vérification des accessoires de sécurité et si l'installation est toujours conforme. Le client Primagaz peut également souscrire une VA, vérification annuelle. Dans ces cas-là, on passe tous les ans pour effectuer le contrôle complet de l'installation. Ok, super. Écoute, merci pour ces précisions, Jérémy. On passe à la suite. On vous présente donc les trois principales citernes qu'on pose le plus.
sur deux applications différentes. La première application que vous connaissez le plus, qui est donc qui est pour raccorder donc une chaudière gaz. On en a deux types, une aérienne, une enterrée. En général, elles font 1 tonne de contenance chacun, puisqu'on essaie, c'est ce qui est le plus souvent utilisé, c'est en lien avec la consommation de vos clients. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, elles doivent respecter une certaine dimension, puisqu'on a différentes tailles. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à prendre en compte l'environnement pour les poser dans les meilleures conditions. Une deuxième application, un plus petit contenant qui elle, est plutôt adapté à l'hybride gaz, qui est en train de beaucoup monter et qui est de plus en plus proposé par les chauffagistes. Et aussi, on a une autre chose qui monte aussi pas mal, c'est les cheminées et inserts gaz. Et dans ce cadre-là, on a une toute petite citerne faible en encombrement qui fait 500 kg et qui du coup s'adapte parfaitement aux plus petites consommations de ces deux usages. Là-dessus, Jérémy, est-ce qu'éventuellement tu voudrais apporter une précision? Nous avons deux autres types de citernes. Les citernes 1 tonne 6 enterrées et 1 tonne 750 aériennes. Je suppose que dans vos secteurs, vous avez de beaux bâtiments, de beaux châteaux. C'est les citernes adéquates pour ce genre d'installation. Il ne faut pas hésiter à mettre des citernes plus grandes, hein. C'est important puisque ça vous permettra de plus optimiser l'utilisation du gaz derrière et d'éviter d'avoir le livreur qui est tous les 4 matins chez vous. C'est quand même plus appréciable d'avoir quelque chose qui est adapté tout de suite à la consommation de vos clients. Merci Jérémy pour cette précision. Là, on va vous faire participer. On a un premier quiz à vous proposer. Vous avez donc un chat à votre disposition. La question qu'on vous pose, c'est quelle est la distance réglementaire entre la citerne et un appareillage électrique? Réponse A, 1 mètre. Réponse B, 1,50 m. Réponse C, 3 mètres. Ou réponse D, pas de distance. Je vous invite à mettre la lettre dans le chat. On va attendre quelques secondes que tout le monde réponde. Bon, ça s'agite. Je vois qu'il y a une certaine homogénéité dans les réponses. Ok, je vois que ça se stabilise. Allez, on vous laisse quelques instants pour tous répondre. Mais globalement, je vois qu'il y a une majorité de lettres. Je vais te laisser répondre, Jérémy, là-dessus. Ouais, la majorité est la réponse C. Donc, je vais vous donner la réponse. La distance réglementaire entre la citerne et un appareillage électrique est de 3 mètres. Que ce soit pour une citerne aérienne ou enterrée, la distance est toujours de 3 mètres. C'est l'une des seules distances qui ne change pas entre une aérienne et une enterrée. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Sébastien. Merci à toi. Donc, c'est bien pour ça qu'on a volontairement fait de ne pas préciser le type de citerne. C'était aussi pour un petit peu vous induire en erreur. Mais oui, c'est vraiment la seule particularité aujourd'hui où la distance ne change pas entre une aérienne et une enterrée. Et bien justement, c'est la prochaine question. Je vois qu'il y a une question qui est posée dans le chat. On passe tout de suite. Et bien justement, à partir de quel point on prend la distance de sécurité? Réponse A, du capot, ou réponse B, paroi de la citerne? Pareil, on vous laisse quelques instants pour répondre. Ok. Bon, on peut donner la réponse. Je vois que c'est à peu près tous, ils sont à peu près tous d'accord. Jérémy? Et il y a principalement du A. Alors, à partir de quel point de la citerne doit-on prendre les distances de sécurité? On prend les distances de sécurité à partir du capot et de la paroi de la citerne. La végétation, les murs de maison sont pris par rapport à la paroi de la citerne. La distance est de 60 cm pour qu'on puisse effectuer un petit contrôle visuel de la paroi du réservoir. Ça nous permet d'accéder tout autour de la citerne pour effectuer les différents points de contrôle. Et concernant le capot, le capot, on prend du capot à l'élément en question à mesurer et c'est suivant le trajet direct des vapeurs. On prend du point A, donc le capot, à l'élément en question. Ok, super. Merci pour votre participation dans le chat.
Ce petit quiz, enfin, ces petits quiz font le lien direct avec notre seconde partie, qui est donc consacrée donc, aux distances de sécurité et à l'installation d'une citerne. Et bien, le premier point, les distances de sécurité. On va commencer par une aérienne. Ça va reprendre ce qu'on a vu juste avant. De manière générale, une citerne aérienne doit être à 3 mètres d'un certain nombre de points de contrôle. Vous le voyez sur le dessin, on a les fenêtres, on a l'appareillage électrique qu'on a vu ensemble, on a la limite de propriété, ce sont souvent les points qui reviennent le plus souvent, et on a les points bas. Et on retrouve les fameux 60 cm, où on dit souvent, pour que ce soit plus facile à comprendre, un passage d'homme. Il faut qu'on puisse faire le tour de la citerne sans encombre, en cas de problème. Donc voilà, une fois que toutes ces distances sont bien respectées, votre citerne, elle est conforme. Vous voyez, il y a une petite particularité avec la station-service qui, elle, doit être à 4 mètres. Ça reste un cas très rare. Donc toute cette réglementation, comme vous le voyez, elle est basée sur l'arrêté du 30 juillet 1979. Concernant l'enterré, c'est tout simple, on divise tout par 2. On est à 1,50 m, sauf, toujours dans le cadre d'un appareil électrique qui doit rester donc à 3 mètres. Là-dessus, Jérémy, est-ce que tu peux peut-être nous apporter une précision, parce que ça peut être une notion qui est un peu floue, ce qu'on appelle un point bas? Un point bas. Le point bas peut être le regard d'évacuation d'eau d'une gouttière au pied d'une maison. Une gouttière située plus basse que la citerne, c'est-à-dire une citerne située sur un talus avec une toiture basse, ou un garage en sous-sol. C'est un volume qui est généralement supérieur à 150 litres. On parle d'un point bas. Ok, eh bien, écoute, super, merci pour ce point de précision. C'est vrai que c'est une notion qui peut paraître un peu floue, mais en tout cas, merci d'avoir apporté cette précision. On enchaîne avec le qui fait quoi dans une installation. On commence donc par l'installation d'une citerne sans compteur. Alors là, on vous a mis le dessin d'une citerne enterrée, mais ça concerne aussi bien une enterrée qu'une aérienne. Aujourd'hui, Primagaz va s'occuper de la fourniture et de la pose de la citerne, équipée donc de son détendeur et limiteur de pression. Et tout ce qui se passe après, c'est de la responsabilité du chauffagiste qui, lui, va s'occuper donc du raccordement après le bloc détente et qui va aller jusqu'à la chaudière. Est-ce que là-dessus, tu peux peut-être nous apporter des petits détails techniques sur cette installation, Jérémy? Alors, l'installation est équipée de 3 sécurités. Le détendeur, qui a une pression de service d'un bar 5. Le limiteur, qui est la sécurité du détendeur, lui a une pression de service d'un bar 8. Et on a le DDS, détendeur déclencheur à sécurité, qui lui est situé avant la chaudière ou avant une plaque de cuisson, qui lui détend à 37 millibars. Voilà. Si la citerne est, on peut rajouter, si la citerne est installée à 20 mètres ou plus de l'entrée de la maison, il faudra rajouter une vanne quart de tour à l'entrée de celle-ci pour question de sécurité. Si la citerne est installée à 20 mètres ou moins, pas besoin de vanne de quart de tour avant l'entrée de la maison. Seul le robinet départ gaz de la citerne fait office de sécurité. Ok, eh bien, écoute, super. Merci pour ces points de détail. On passe à la suite. Sur une installation de citerne avec compteur, c'est une solution qu'on développe de plus en plus dans le cadre surtout de la gestion d'un propriétaire et de ses locataires. C'est vraiment là où, en tout cas, on estime chez Primagaz qui est la solution la plus adaptée. Ça permet aux propriétaires de gérer plus facilement les locataires entrants et sortants. Ici, ça change un petit peu puisqu'il y a la notion de compteur qui rentre en compte, puisqu'aujourd'hui, donc, Primagaz, dans ce type d'installation, s'occupe toujours donc, de la citerne, comme on l'a vu juste avant. Elle fournit et elle pose le coffret, qui est un compteur donc, en basse pression ou 37 millibars, et on s'occupe du raccordement entre la citerne et le compteur, mais dans une distance maximum de 9 mètres. C'est comme ça qu'on a mis cette charte là-dessus. Et ensuite, tout ce qui se passe après le compteur, c'est vous, chauffagistes, pour les chauffagistes qui nous suivent, qui s'occupent du reste, de raccorder jusqu'à la chaudière. Là-dessus, moi, j'ai une petite question pour toi, Jérémy. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a toujours besoin d'un DDS dans ce type d'installation? Alors, non, on n'a pas besoin de DDS. Dans un coffret compteur, on a le régulateur qui est situé avant le compteur et le compteur. Le régulateur, on appelle ça un B6. Il régule donc la pression à 37 millibars et le compteur, lui, donc, est à une basse pression. Donc, vu qu'on a dit juste avant que le DDS
régulé à 37 millibars, on n'en a pas besoin. Seule la 20 quarts de tour avant chaudière suffit. Ok, bon, bah, super. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, on passe à la suite. Le papier qui permet aujourd'hui de pouvoir remplir votre citerne. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le certificat de conformité d'installation individuelle, le CCI, modèle 2. Ce papier, il est primordial, hein, justement, pour qu'on puisse pouvoir faire le remplissage de la cuve. Ce qui est important, c'est que ce papier soit bien signé par vous, hein, et par un organisme de contrôle. Donc, soit aujourd'hui, il y en a deux principaux qui existent, qui sont Caligaz et DECRA. Là où c'est peut-être un peu perturbant dans le fonctionnement, vous avez tous l'habitude aujourd'hui dans le gaz de ville d'avoir juste une ouverture de compteur à faire pour que le gaz puisse alimenter la chaudière. Là, ici, il ne faut pas oublier que si vous voulez que votre client ait du gaz, il faut remplir la citerne. Donc forcément, le papier doit être présent pour qu'on puisse déclencher la livraison. Là-dessus, peut-être, Jérémy, tu peux peut-être nous donner 2-3 petites infos, surtout sur les erreurs à ne pas faire dans un Caligaz. Comme tu l'as rappelé, Sébastien, ce document est très important pour la mise en gaz. Il faut bien compléter les 3 encarts, que ce soit dans l'identification de l'installation, donc l'usager, l'adresse et tous les compléments, la description des travaux réalisés, donc la chaudière, s'il y a une plaque de cuisson, diamètre canalisation, et surtout la nature du produit, butane, propane ou gaz nat. Oui, c'est très très important, hein, que là-dessus on soit ultra carré, parce que ça peut être un motif de refus, hein. Je vais prendre juste un petit exemple qui vous le rappelle peut-être. On a sur certains secteurs de France, on a des zones où on a une mission de délégation de service public, où ça reste du propane qui passe dans le réseau, mais on peut faire l'erreur de mettre gaz naturel et ça passera pas parce que ça reste du propane qui alimente les compteurs du réseau. D'où donc cette importance d'être très précis sur le Caligaz. Là-dessus, c'est rédhibitoire, il n'y a pas de flexibilité. On va terminer cette présentation par une vidéo pour pouvoir vous ayez une image un peu plus claire pour ceux qui n'ont jamais vu de comment se passe une installation. Là, vous verrez donc une installation d'une citerne enterrée. Je vous laisse profiter, puis on en reparle après.
Voilà, donc vous venez de voir un petit peu longue, mais au moins ça permet de bien résumer les ensembles, les différentes étapes qui mènent justement à la mise en gaz. Alors, je tiens toujours à le préciser, quand on vient faire notamment une citerne enterrée, les clients, il faut bien qu'ils aient bien conscience que derrière, ils ne repartent pas avec un green de golf. C'est important, on fait un trou quand même dans leur jardin pour enterrer la citerne. Et après, les terres sont égalisées, mais voilà, on ne replante pas la pelouse derrière. C'est important de le préciser, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'on fait aussi la pelouse derrière, mais non. Il faut accepter justement que ça fait partie des choses des fois un petit peu contraignantes de mise en place, mais voilà, après, c'est pour une super énergie. On arrive à la fin de cette formation, de ce webinaire. Là, on est dans la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Toutes les questions, si il y a des points que vous avez besoin de préciser, vous avez donc, comme je disais, un chat à votre disposition. Posez toutes les questions que vous avez besoin, au moins en tout cas de connaître la réponse, et puis on essaiera d'y répondre avec le plus de précision. Je vois que c'est en train de s'affairer dans le chat. Alors, je vais prendre la première question qui vient d'arriver, qui est, et celle-ci, si tu veux bien, Jérémy, je vais y répondre. Ça me concerne un petit peu plus. Primagaz peut-il se charger de la tranchée entre la citerne et l'habitation? Merci pour cette question. C'est vrai que souvent, dans le cadre d'une installation, en tout cas en tant que plombier, vous avez cette problématique qui est justement de se dire comment on fait pour que ce soit plus simple pour pouvoir passer ma tuyauterie et aller raccorder ma chaudière. Aujourd'hui, il faut savoir, comme vous avez vu sur la vidéo, que le prestataire, aujourd'hui, vient avec une mini-pelle. Et tant qu'à faire, et comme on l'a vu sur la vidéo, il peut aussi s'occuper de faire la tranchée. Comme ça, pour vous, derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, puisque vous n'avez plus qu'à faire votre raccordement derrière. Donc aujourd'hui, grâce à ce partenariat qu'on a avec notre prestataire, on peut lui demander, via un coût de tranchée, on peut lui demander de se charger de faire la tranchée. Donc ça sera une tranchée ouverte, je précise, puisque ça sera à vous derrière de reboucher la tranchée, mais en tout cas, on peut s'occuper de faire la tranchée entre la citerne et l'habitation. Alors, on a une autre question. Donc, pourquoi ne pas laisser le choix entre le tas de terre ou étalage ou enlèvement? Alors, c'est quelque chose qu'on peut laisser le choix. Par défaut, aujourd'hui, si la question n'est pas posée pendant le rendez-vous client, parce qu'aujourd'hui, c'est au commercial de poser la question pour bien que toutes les choses soient bien dites, de savoir si le client veut conserver les terres ou les évacuer. Donc, c'est important de savoir aujourd'hui que les tas de terre, on peut aussi, via une option supplémentaire, on peut se charger de l'évacuation de la terre via un big bag. Ce qu'il faut aussi préciser, qui est très important, c'est que aujourd'hui, en fonction du camion que va avoir le prestataire, il se peut que cette prestation soit faite en 2 fois, voire en 3 fois, en fonction du nombre de big bags qu'il y aura à évacuer derrière. Mais en tout cas, on peut laisser ce choix au client entre soit récupérer les terres ou soit les laisser sur place. Alors, on a une autre question qui est donc, quelle est la durée d'engagement du contrat pour le client pour une citerne enterrée ou aérienne? Je vais répondre pour nous, parce que ce n'est pas une pratique qui est uniforme, puisqu'aujourd'hui, sur une citerne aérienne chez Primagaz, ce sont des contrats de 3 ans, et sur une citerne enterrée, on est sur des contrats de 5 ans. N'hésitez pas si vous avez des questions techniques pour notre expert, parce que là c'était plutôt ma partie, donc c'est pour ça que je me suis permis de répondre, parce qu'on est sur une partie plutôt commerce. Et si vous avez des questions un peu plus techniques pour notre technicien, n'hésitez pas, il sera ravi de vous y répondre. On va laisser, je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire des questions. On va laisser aux gens le temps de les taper.
Ah, voilà. Jérémy, cette question, elle est pour toi. Si le capot de la citerne de mon client est cassé, comment on fait? Je la prends, cette question. Si le capot de la citerne de mon client est cassé, le client se munit de son code client et il contacte notre ligne sécurité assistance, qui est le 0800 11 44 77. Et il tombera sur un opérateur qui va lui poser plusieurs questions, puis la demande sera transférée au service technique Primagaz, qui interviendra dans les plus brefs délais pour remplacer celui-ci. Alors Jérémy, tu gardes la main parce que je vais te poser une autre question. Celle-là va être pour toi. On nous demande quel est le plus petit contenant qu'on a à notre disposition. En enterré, nous avons les 500 kilos. Après, nous avons la citerne 1 tonne et 1 tonne 6. Ok. Après, nous avons également plus gros, mais en tout cas, le plus petit contenant pour l'enterrer, c'est du 500 kg. Et éventuellement, on va peut-être répondre aussi pour la citerne aérienne, comme ça la boucle sera bouclée. Je te laisse répondre. La citerne aérienne, on part de 300 kg. Donc, c'est surtout pour des installations juste cuisinières, très, très, très faibles. Nous avons la 500 kg, 1 tonne 750, 3 tonnes 2. Voilà les principales cuves que nous avons. Alors là, on est encore sur une question pour toi. Alors, on rentre vraiment dans du point de détail. J'ai une citerne enterrée et il y a toujours de l'eau au niveau de la jauge et toujours une odeur de gaz alors que j'ai contrôlé les fuites et qu'il n'y en a pas. J'ai une citerne enterrée et il y a de l'eau au niveau de la jauge. Le puits, j'aurais besoin de quelques précisions. Le puits d'équipement est rempli d'eau? On va laisser le temps d'apporter les précisions. Oui, ça concerne le puits. Le puits d'équipement. Un puits d'étendard, ça continue d'écrire. Alors vas-y, je pense qu'il a apporté le puits d'équipement n'est pas vraiment étanche. Il y a toujours un petit peu d'eau, de la terre qui rentre dedans. Nous, lors de nos inspections périodiques, on s'occupe du nettoyage et également des vérifications de fuite. Par contre, s'il y a une odeur de gaz, et c'est bien qu'il doit y avoir une petite fuite ou une micro-fuite. Donc, il faudrait le faire. Il faudra faire passer le service. Oui, tout à fait. Faire remonter l'information à notre ligne assistance qui le transférera à notre service technique. Ok, en tout cas, j'espère que la réponse a été claire. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher, donc, comme disait Jérémy, de faire venir un professionnel ou faire venir nos équipes pour qu'on puisse vérifier d'où vient le problème. Je vois donc une autre question. Je vois qu'il y en a qui s'en va, donc je dis au revoir. Merci de la participation. Comment faire pour passer d'une citerne aérienne à une enterrée? Je prends la main sur cette question. Donc, tout dépend de la personne. Alors, si c'est une personne qui n'est pas cliente Primagaz, bon, il suffit d'un côté donc de prendre sa demande et de faire un nouveau plan pour pouvoir poser la citerne. Mais ce transfert est aussi possible en interne. Si une personne est déjà cliente Primagaz et souhaite passer vers une enterrée, ça implique donc le passage du commercial qui se déplace sur le terrain de la personne, qui regarde où est-ce qui va définir, on revient aux étapes qu'on a vues avant, le nouvel emplacement pour pouvoir justement définir la nouvelle citerne et le nouvel emplacement de la citerne. Mais ça là-dessus, donc ça nécessite un nouveau contrat, puisque forcément on passe d'un 3 ans à un 5 ans, donc c'est une mise à jour du contrat, et derrière, sans aucun problème, on peut donc faire ce transfert de stockage. Une autre question, donc celle-là va être pour toi, Jérémy, sur la cuve avec compteur, pour la vanne des plus de 20 mètres, on prend de la cuve ou au bout des 5 mètres? Je ne sais pas si la question est claire pour toi. Je pense qu'il... Alors, si on parlait d'une citerne à plus de 20 mètres, donc c'est du robinet départ gaz, la canalisation de la citerne à l'entrée du bâtiment, si elle fait 20 mètres ou plus, il nous faut une vanne quart de tour à l'entrée de la maison. Si on est à moins de 20 mètres, on n'a pas besoin de vanne quart de tour. Par contre, au bout des 9 mètres, je pense que c'est assez...
Je pense que la question, c'est de savoir en fait d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce qu'on compte les 20 mètres. Est-ce qu'on part de la citerne ou est-ce qu'on part du compteur? Je pense que la question, c'est celle-là. Les 9 mètres, je pense que c'est de la citerne au coffret. Oui. Il faut que la canalisation en PE ne dépasse pas 9 mètres. Oui, alors je pense que c'est, à mon avis, la graine de quart de tour s'implique si la distance entre le compteur et la chaudière fait plus de 20 mètres. Ça, c'est à partir de là qu'on compte la distance. Alors oui, donc il y a une petite précision sur la question sur le transfert d'une citerne aérienne enterrée. Même pour un achat de maison, en fait, tout dépend quel est le propanier, en fait, le propanier à la base sur la maison. Si c'est une personne qui était déjà chez Primagaz, dans ce cas-là, on fait une mise à jour du contrat et on s'occupe de faire définir un nouvel emplacement. Si la personne si la maison était chez un confrère, et bien dans ce cas-là, s'ils sont OK avec les conditions commerciales qu'on lui propose, on pourra s'occuper des démarches pour justement mettre la nouvelle citerne. Donc, si c'est du Primagaz, ça implique une mise à jour du contrat. On fait une succession en fait de l'ancien propriétaire pour aller vers un nouveau propriétaire en apportant justement ces modifications et un plan qu'on transmettra au prestataire pour justement permettre qu'il arrive dans les meilleures conditions pour faire l'enfouissement de la citerne enterrée. J'espère en tout cas que ça a été clair. Je prends peut-être quelques dernières questions s'il y en a, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. OK, merci beaucoup pour vos messages. On conclut juste en vous rappelant qu'il y a 3 autres modules de formation à votre disposition. Le premier, conversion d'énergie, les avantages de la solution de gaz, il a eu lieu donc le 30 avril. Vous avez la possibilité de le revoir aujourd'hui en replay. D'ailleurs, on va vous mettre le lien du replay sur le chat pour ceux qui veulent aller regarder et que le sujet intéresse. Et on en a 2 autres qui vont arriver à la rentrée septembre. On en a un premier qui sera consacré au biogaz et à l'offre commerciale associée, qui s'appelle chez nous aujourd'hui Primisi. Et on aura plutôt sur la fin de l'année, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir des informations sur les nouvelles conditions pour 2022, on aura un module qui sera consacré aux aides financières. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Merci pour toutes les questions. J'espère en tout cas qu'on a été très clair dans les réponses qu'on vous a apportées. Et on vous souhaite une très bonne journée et surtout un très bon week-end parce qu'on n'en est pas loin. Merci Jérémy. Merci à vous. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.